Peut-être qu'on peut voir s'il y a des réactions de la salle. Donc, Moi, Claudine, oui. Oui, j'ai une petite question. Quand on parle de la gentilité justement non humaine, les exemples que vous donnez sont souvent, par exemple, le texte de loi agit à travers celui qui l'invoque. Il y a toujours le agit à travers, donc je me demandais quelle est la différence entre cette agentivité non humaine et la médiation? Est-ce que... Ah, pour moi, c'est pas. Non, justement, il n'y a pas de différence dans le sens que, à ce niveau-là, c'est sûr qu'un, par exemple, un texte de loi ne va jamais agir seul. Mais ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que de toute façon, nous n'agissons, même l'être humain n'agit jamais seul. C'est ça la beauté de la chose. C'est qu'on est toujours dans un monde où l'action est partagée. Donc, effectivement, c'est sûr, le texte de loi n'agit jamais seul. Mais s'il ne faisait pas de différence, pourquoi l'aurions-nous créé et pourquoi l'invoquerions-nous? Okay. Donc, moi, c'est ces jeux-là qui sont intéressants. Parce que c'est reconnaître justement les traductions. Hein. Par exemple, c'est sûr qu'un texte de loi, il va faire quelque chose à travers la manière dont il est traduit. Hein, les avocats, toute personne qui va l'invoquer, qui va lui faire dire quelque chose. Donc on est dans une dynamique que j'appellerais de la ventriloquie, c'est-à-dire on est en train de faire parler des textes de loi, par exemple. On est en train de faire parler des règlements. On les fait bien parler, on les fait mal parler. Bah, ça, c'est de la communauté qui va le décider, c'est mon interlocuteur. Donc l'idée, c'est d'à la fois reconnaître cette pluriagentivité, tout en, évidemment, reconnaissant aussi le rôle central, entre guillemets, mais j'aime pas ce terme-là, des êtres humains là-dedans. C'est-à-dire, c'est certain que dans ce monde social, le texte de loi ne fait rien sans l'être humain. On est bien d'accord, mais il faut à la fois accepter de décentrer, ça c'est aussi un terme que j'aime beaucoup, dans toute cette mouvance intellectuelle, c'est le décentrement, comme d'ailleurs tu l'avais noté toi-même. C'est-à-dire, ça c'est fort. Ça, à mon avis, c'est une contribution. Il y en a peut-être d'autres qui en ont parlé avec. Hein, on pourrait presque, si on voulait faire une blague, on pourrait dire que avec Darwin, on a su que, avec Galilée et Copernic, on a su que la Terre n'était plus au centre du monde. Avec Darwin, on a appris que l'être humain était un animal comme les autres. Avec Freud, on a compris que l'être humain n'avait même pas, la maîtrise de son propre esprit. Et puis là, on est avec Latour, si on veut, et d'autres, qui continuent de décentrer et puis qui montrent que, en fait, là où on pensait être les seuls agents de notre monde, on partage cette agentivité avec d'autres êtres que l'on a créés parfois, comme des textes de loi, des règlements, des lettres, etc. Ou avec d'autres entités, comme des quarks, des protons, etc., des animaux, effectivement, des végétaux, etc. Et donc à chaque fois, c'est une baffe, en quelque sorte, à ce centrement, où tout part du res cogitans, et on est en train de voir que la res extensa est en fait en train de nous dire plein de choses, de nous voilà. Et non, il y avait... Ah non, je pensais que tu voulais ajouter quelque chose. Il y avait un chose. Oui. Donc, Stéphane, oui. C'est bon. Bien, merci à vous deux d'avoir participé à ce magnifique débat. Moi, j'aurais deux remarques visant Yves, là, en fait, surtout. Visant Yves et le séminaire, en fait. D'une part, je ne sais pas, je vais m'avancer un peu sur ça, mais je ne sais pas comment le définir. Moi, je trouve, autant dans l'article de Yves que... Et dans le séminaire, en fait, il y a un jeu rhétorique, je trouve, en fait, dans la manière de critiquer Pickering. Je suis un peu mal à l'aise avec ça. Par exemple, tu mentionnes, on ne passe pas à travers les murs. C'est une évidence qu'on ne passe pas à travers les murs. Mais il me semble justement que sur cette question-là, l'évidence, justement, n'est pas là. Si je prends ce mur-là, il y a de l'acier, il y a des fenêtres, il y a de la vitre. Okay? Je ne peux pas passer à travers le mur. Par contre, si je prends une roche puis je casse la vitre, ben, je peux sortir du mur. Mais une des raisons pourquoi je ne peux pas prendre une roche puis casser la vitre, c'est justement il y a des règlements aussi qui m'empêchent de casser la vitre. Okay? Ensuite, si je prends un arsenal militaire puis je décide de passer à travers le mur, ben, je peux passer. Puis, je veux dire, à quelque part, il est là aussi, j'ai l'impression, le main goal, ou d'autres personnes pourraient parler de entanglement, je ne sais pas, d'agentivité entre, d'une part, la vitre résiste, mais elle résiste jusqu'à un certain point, puis on peut passer au travers de la vitre
d'autres manières. Donc, c'est pas... donc, sur ce sujet précisément, j'aimerais vous référer à un article dont l'auteur, j'ai beaucoup de difficultés à prononcer le nom, mais le titre s'appelle Do Politics of Artifact. Et en fait, c'est une critique de... C'est Langdon. C'est Suchman, ça? Langdon. Non, je sais, c'est... Langdon Winner. Langdon Winner. Oui. Non. En fait, c'est une Politics. critique du texte de Langdon. Ok. Donc, Winner, c'est Do Artifacts of Politics. Ah, ok. Oui, je le connais, c'est Jurgens. C'est ça. Oui, je connais. Donc, J'ai Do lu. Politics of Artifacts. Oui, c'est un très bon texte, effectivement. On peut en parler parce qu'il y a toute une histoire derrière ce texte-là. Ouais. Qui confirme, à mon avis, exactement le type d'analyse que j'ai fait. Totalement. Mais pour faire ça, il faudra avoir les textes. Parce que ça part de quoi? OK, ça part d'un texte de Langdon Winner, qui est très ancien, qui a construit une histoire que tout le monde a répétée depuis, le fameux... le fameux... Les viaducs. Les viaducs qui avaient été dessinés pour que la distance entre les deux soit plus basse que les autobus des Noirs ne passent pas. OK? Et donc, ensuite, il y avait eu un texte de Steve Woolgar, et donc le texte de Jurgens, une réponse au texte de Woolgar, qui reprenait ça, et là, qui montait évidemment toute une ballonne autour de choses. Ça fait qu'on dit, allons donc, finalement, c'est-tu vrai, cette colise cette histoire-là? Okay? On va voir, puis là, il dit, c'est complètement faux, cette histoire. Complètement faux. Qu'est-ce qu'il faut, l'histoire Ça n'existe pas. Là. Les autobus autos passaient. passent là, il n'y a pas de problème. Il y avait-tu des noirs dedans? C'est une autre question, mais les autobus passaient. Non, OK? les autobus passaient pas. Oui, ils passaient. Oui, dans l'histoire mythologique, les autobus ne passent pas. Non, Dans c'est l'histoire que l'autre fait, les autobus passent. Peu importe. La réponse de l'autre, et là, il nous faudra les textes, on pourra faire un autre séminaire là-dessus. Ouais. Comment... le meilleur texte, c'est la suite qui s'appelle « Scam cannot be busted ». Scam cannot be busted. What do you mean by Ça, scam? Les arnaques? oui, c'est ça. Les escroqueries intellectuelles? Si on dit n'importe quoi, on ne peut pas détruire ça, il n'y a rien à faire. Pourquoi il a appelé son texte comme ça? Parce qu'à la suite de son texte, doit être fait en politique, évidemment, Woolgar a répondu. Il m'a répondu par une histoire complètement surréaliste, sans jamais répondre aux questions précises. Oui ou non, ça passe-tu ou ça passe pas? Et à la fin, j'y reviendrai sur ça. Et lui, il lit ça. Jurgens dit non, mais c'est n'importe quoi. Là, qui répond scam cannot be. En disant, mais c'est quoi les limites? Et bon, ça sera une autre question. Quelles sont les limites de l'argumentation? Quelles sont les limites de l'échange lorsque on peut dire n'importe quoi? Ben, les limites, c'est qu'OK, là, on a, ou du moins, c'est une compréhension, c'est sa compréhension. On ne reviendra pas là-dessus, c'est une évidence, c'est sa compréhension. Sa compréhension, c'est qu'il ne répond pas, il dit n'importe quoi. Il faut dire, OK, on peut. Scam cannot be busted. J'essaie de décrire un phénomène en allant montrer que finalement c'est différent. Là, on peut apprendre, c'est pas grave, on a appris. Il y a pas cette... Donc, il y a toute une éthique de l'argumentation sur laquelle on pourrait revenir, et que j'ai développé justement dans mon texte de 95 sur la tour. Il y a une éthique de l'argumentation qui est un a priori, qui n'est pas discuté, et qui n'est souvent pas appliqué. Alors que lui, par son titre, Scam cannot be busted, il arrive à la même conclusion que, bon, ben, des fois, là, il y a quand même des limites à être cynique. Or, quelqu'un comme Steve, dans ce contexte-là, était, à mon avis, complètement cynique. C'est pas un con, Steve. Regarde, s'il se met à trouver ça drôle, exemple. Donc, revenons au sens commun. Je ne l'ai pas dit parce que je prends ça pour acquis, OK? C'est dire, je fais exprès pour dire on ne passe pas à travers les murs. Maintenant, tu veux jouer ce jeu-là, parfait. Dans le contexte actuel, non, mais c'est sur le plan interactionnel, Goffman 01, si je dis on ne passe pas à travers les murs, uniquement cette phrase-là, dans le contexte, l'interprétation à peu près spontanée de tout le monde, et surtout pas de dire il est impossible de passer à travers les murs. Hein? Parce que tu l'as dit, je peux prendre une masse. Quand je dis ça, le monde comprend, ça veut dire si je me lève et je marche là, je vais arrêter sur le mur. Tout le monde a compris ça, c'est le taken for granted de communication, dont on n'a pas à décrire ça. OK? Fait que tout l'argument que tu comprends en disant oui, mais attention, je peux casser la vitre, je peux lancer une roche, mais il y a des lois qui m'empêchent de lancer la roche. Il y a aussi des lois qui disent que tu peux lancer une roche si le feu pogne ici. Hein? S'il y a un feu, tu vas te dépêcher, tu as le droit, tu vas casser la vitre au plus sacré pour sortir d'ici. Donc, quand les gens partent, et ça, ce que tu fais est très intéressant parce que c'est ce qu'on voit souvent chez les constructivistes, ils partent d'une interprétation que personne ne ferait dans le contexte. Parce que la phrase généreuse de sens commun, on ne passe pas à travers les murs, présuppose ce que tout le monde présuppose, qu'effectivement, on le sait qu'on ne passe pas à travers les murs. Mais on peut partir de ce sens commun et dire, effectivement, montons. Et donc, pourquoi
Et là, on vient sur une question qu'il faudrait creuser, pour moi qui m'intéresse, on fera un autre séminaire là-dessus, sur le rôle du langage. On n'en parle pas beaucoup, mais le langage nous contraint de façon énorme. J'ai pris un petit exemple ici. Par exemple, si je dis, quelqu'un me dit « cet objet m'a sauvé la vie ». Hein, si on dit « cet objet m'a sauvé la vie », c'est évident que si on l'analyse, l'objet a eu une agence, l'objet lui a sauvé la vie. Mais ça, il y a deux façons de le lire. Il y a une façon linguistique, grammaticale, sémantique, et il y a une façon ontologique. Et là, on peut jouer sur les mots. On peut jouer énormément sur les mots et on peut donc prendre le fameux texte. Je ne devrais pas le mentionner parce que je ne veux pas qu'on vienne sur cette affaire-là. C'est un autre texte. Je l'ai critiqué en détail dans le texte de 95. Toute la façon d'écrire par l'objet, effectivement, c'est un pur style d'écriture qui présuppose complètement ce que les historiens des années 60 ont fait. Exemple, je vais prendre juste l'exemple Mais tu parles du texte de la tour. Piaget. Oui, mais je ne veux pas qu'on y vienne, mais comme il en a parlé 3/4 d'heure, je vais mentionner au moins ça. Au moins ça, d'aller lire le chose. Revenons à Piaget, parce que lui, il est intéressant. Je ne veux pas parler de Piaget, je veux prendre un mot pour montrer que les mots jouent un rôle, à mon avis, qui explique les 3/4 de la confusion et de ce que les gens soi-disant résistent, ou ils ont peur des choses extraordinaires, que la symétrie. Non, ils n'ont pas peur parce qu'ils se disent ou bien ce que je comprends, ce que tu dis, c'est d'une grande banalité, mais nous, on avait la naïveté de ne pas en parler. Prenons l'exemple de Piaget. Pourquoi Piaget a dit assimilation? Pour la raison que tu viens de dire, effectivement, Piaget s'intéresse au sujet connaissant. Mais grattons, au lieu de dire, bon, Piaget, justement, en parlant d'assimilation, il ne tient pas compte de l'objet, parce que l'objet, lui, pour en parler, il faut parler de résistance. Je n'ai pas dit qu'il ne tenait pas compte de l'objet. Parfait. Et donc, pourquoi il n'utilise pas le mot résistance? J'ai une explication très simple, qui est celle d'ailleurs de tous les historiens de la technologie traditionnelle pendant 40 ans, c'est que it's taken for granted. Quand Piaget dit, laisse-moi finir, quand Piaget dit j'assimile, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que j'ai été obligé de changer mon schème. Mais lit Piaget, il dit quoi? Ah oui, ben, il dit, ben oui, c'est évident. Pourquoi j'ai changé mon schème? Mais parce que les objets n'ont pas fait ce que je voulais. Mais comme il n'en fait pas une montagne, il dit, ben oui, c'est évident, donc j'en parle même pas. Donc il y a plein de choses taken for granted. Quand on dit, hey, il n'y a pas d'objet dans les choses, je dis, ah ouais, il n'y a pas d'objet. Lisez l'histoire de la conquête de la Lune. Hein? Il y en a plein, des Apollo Project, il y en a plein d'histoires. Lisez ça, c'est bourré d'objets. Est-ce que ces gens-là sont des débiles profonds qui ne tiennent pas compte des objets? Non, ils sont tellement généreux qu'ils vous disent, ah oui, j'ai oublié de vous dire, hein, on ne peut pas aller sur la Lune si on ne construit pas une fusée. Ils ne vous diront pas ça parce que... Non, je m'excuse. Tout ce qu'on écrit, c'est très charitable. On va dire aux gens, hey, il n'y a pas d'objet dans la société dont on tient compte. Non, c'est pas ça qu'il faut dire, à mon avis. C'est que les gens, effectivement, n'ont pas problématisé cet objet. Pourquoi? Parce que c'était pas leur objet. Ah, ben c'est ça. Ça, c'est différent de ce que tu es en train de dire. Il y a une maudite différence. Il y a une maudite différence. Exemple, tu viens de dire, Pickering ne parle pas des animaux. Ben non. Je défends Pickering. Pickering, c'est une histoire de la physique. Ben bien sûr. C'est pas une histoire de biologie. On ne peut pas ensuite monter en généralité et dire, ah donc, matériel agency ne s'applique pas aux animaux. Pickering va dire, ah oui, c'est vrai, parce que je m'en fous des animaux, moi je fais de la sociologie de la physique. Donc, les 3/4 de ces débats-là sont souvent des débats sur les mots, et les gens créent une rhétorique de l'enflure, où on dit, ah oui, là, je vais te dire, hey, les objets font telle affaire, les objets peuvent faire ci. Hey, l'électron, là, s'il est là, il va... J'ai failli ce matin, j'ai pas eu le temps. Amener un petit aimant avec moi. Je dis, hey, regardez, l'aimant, il attire les objets. Est-ce que je vais vous dire que l'aimant a une agence? Bien sûr. Toute l'histoire des années 60, toute l'histoire traditionnelle lue par n'importe qui a un cerveau normal, c'est que les gens, dans leur naïveté, ne vous disaient pas les objets ont une agence. Ils vous disaient, les aimants, là, c'est utile pour faire tourner des électrons dans un accélérateur, c'est utile pour faire de l'imagerie médicale, et je vous donne un seul objet, une preuve qu'on peut faire ça de façon, je dirais, traditionnelle, au sens le plus noble du terme. Je suis un défenseur, moi, des sociologues traditionnels. Donc, le plus noble du terme, c'est la seule référence que je fais à mon travail, mais c'est un travail concret, vous le lirez. Vous verrez qu'on peut faire ça de façon traditionnelle, sans prétention, sans dire, je vais là vous dire des choses extraordinaires. Les objets ont une agence. On peut faire, j'ai fait un livre qui s'appelle Éloge de l'Homo technologicus, qui fait une anthropologie donc philosophique de la nature, qui montre effectivement qu'est-ce qu'on fait depuis l'Australopithèque, on construit des objets.
Sauf que la pseudo-symétrie, je veux qu'on m'explique, et je le dis bien, je veux qu'on m'explique, que s'il existe des tokamaks, s'il existe la caméra qui est là, c'est d'abord et avant tout de façon, si on pondère les poids, c'est qu'effectivement, il y a dans la nature des choses qui font qu'on peut faire ça. On peut faire des lentilles, donc on pourrait vivre dans un monde où des lentilles n'existent pas. Donc il y a un monde, mais ce qui fait que le monde est ce qu'il est, donc le fameux décentrement dont on parle, à mon avis, c'est une vaste blague. Si on regarde ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui est là, c'est pas le décentrement vers l'objet. Ça, c'est le fruit de travail de dizaines de milliers d'ingénieurs sur 100 ans de travail. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire semblant d'écrire que l'humain n'est pas au centre, il faut le décentrer, il faut mettre des objets. Quand on vous dit ça, à mon avis, c'est la rhétorique. L'analyse réelle de tout ça, vous le savez, et après vous dites « Ah oui, on est d'accord ». Et donc, ça revient à ce que j'avais expliqué il y a longtemps, ce que j'appelle le glissement. On commence avec un énoncé radical. Hey, les objets, les scientifiques, les sociologues ne tiennent pas compte des objets, nous on les fait. Puis après ça, on dit, ben oui, mais gars, lis l'histoire de la technologie de Doma, un vieux conservateur de 1960, lis ça. C'est le texte de John Locke qui nous dit, hey, la caravelle, là, elle a pu gagner l'Amérique parce que grâce au voile qui s'est enrôlé avec les... Là, tu lis ça, tu dis, mais qu'est-ce que tu es... Ou tu es en train de rire de nous, ou tu prends Doma pour un demeuré. Doma a tout écrit ça dans un livre sur la technologie, mais pas dans ce langage-là. Doma a dit, ben oui, il faut une caravelle, puis là, si tu n'as pas de voile triangulaire, tu ne peux pas remonter le vent. Tout le monde sait ça, mais c'est pas dit en disant, grâce au vent, puis grâce à la voile triangulaire, on remonte. Tu peux écrire ça comme ça. On pourrait l'écrire, non? Tu n'es pas d'accord? Mais c'est ce que je dis, on peut l'écrire, c'est très facile. Donc la manière de parler des choses est importante. Ça dépend, justement, ça pose cette question-là. Ben oui, c'est qu'au niveau du langage... Des gens qui étudient la communication, on s'intéresse beaucoup à la manière dont on parle. Eh bien, moi, je m'y intéresse d'autant plus que c'est ce que j'ai fait en lisant ces textes-là. Est-ce que je peux dire quelque chose parce que je termine parler un quart d'heure de... On peut compter, mais ça va être... Contre le temps de parole, je suis certain qu'on est à peu près égal. Non, ça veut dire que ce que j'ai voulu dire, c'est justement que le langage, on peut prendre des mots pour des concepts, mais des concepts qui sont des mots ne sont pas uniquement des mots. Ici, on a un jeu de mots qui nous passe pour des concepts. Moi, je pense que ce n'est pas une analyse conceptuelle de la sociologie. Et là, je m'en limite à la sociologie parce que je ne veux pas qu'on fasse de philo. Si on veut parler de Kant, on va commencer par un cours de philo. On va commencer par savoir qu'est-ce que la critique de la raison pure. On n'est pas ici pour ça. Le problème de la sociologie et des sciences, c'est qu'ils font trop de métaphysique et qu'ils confondent ça avec de la sociologie. Ici, on parle de la sociologie de Pickering. Si on veut faire de la métaphysique, je n'ai rien contre. Mais si on veut parler de nous-mêmes et de phénomènes, on va retourner à la critique de la raison pure. C'est toi qui es là-dessus. Dans ça, oui. Non. Mais pourquoi voilà. Pourquoi je cite Kant? Je cite Kant parce que Pickering fait de la métaphysique. Ouais. Moi, je ne fais pas de métaphysique. Mais si on me force à en faire, je vais en faire. C'est pas une accusation. C'est pas une accusation de faire de la métaphysique. C'est pas une accusation. Alors voilà ce que je propose pour la suite. Je donne la parole à François pour compléter un petit peu sur cette thématique. Nous allons ensuite prendre une légère pause et nous reviendrons pour un dernier comme 45 minutes. Oui, bon, il y a plusieurs choses dans ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, Yves a tout à fait raison de dire qu'il y a des très très beaux textes. C'est ça aussi, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la sociologie des sciences et de l'épistémologie. Donc tous ces textes dont tu parles, qui sont sans doute très très bien et qui montrent justement d'une manière très très profonde, effectivement, ce que les technologies font, ce que le vent fait, effectivement, et n'ont pas besoin, effectivement, de parler d'agentivité. Ça, c'est vrai, et je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça. Je ne pense pas que le but, c'est de dire que tout ce qui a été dit avant la tour n'avait aucun sens, et puis que tout ce qui a été dit après la tour, tout d'un coup, devient beaucoup plus intéressant. Je pense qu'il y a des travaux empiriques de la tour qui ont été faits sur Pasteur, quand même, qui sont très intéressants, sur la manière dont ça a fonctionné, les controverses avec Pasteur, etc. Donc même, je pense que si on a ce vocabulaire-là, on peut dire quand même aussi des choses intéressantes. Je pense, moi je résiste beaucoup à cette idée qui est classique, que j'ai entendue des milliers de fois, qui est dire « Ah, c'est une façon de parler ». Vous comprenez, c'est de la rhétorique, c'est une façon de parler. Alors moi, ça me rend extrêmement nerveux, surtout en tant que chercheur en communication, justement, que l'on dénigre des manières de parler, parce que les manières de parler, c'est justement, pour venir d'ailleurs à Peirce, c'est toujours Peirce qui a quand même un très grand enseignement de Peirce, cette idée de quand on est en train de parler du monde, c'est toujours sous une description. Sous une description. Ça, c'est repris par Vincent Descombes dans son texte Institution du sens. Et ça, à mon avis, c'est très, très, très important, parce que justement, ça montre que dans la manière dont on décrit le monde, on peut décentrer.
Et que donc, par exemple, si je suis... Là, je prends des exemples qui ne sont pas du tout dans la physique et dans la sociologie des sciences. Si, par exemple, je suis en train de suivre des flèches, ce que j'ai fait tout à l'heure, d'ailleurs, je me demandais où était le J44, etc. Ce que j'ai fait, c'est j'ai suivi des flèches qui m'indiquaient où aller. Donc, agentivité de l'être humain, je suis les flèches. Okay, je suis l'origine de mon action. Ah, mais c'est intéressant, si on décentre et qu'on essaie de voir sous une donne des descriptions, c'est que ces flèches m'indiquent où aller. Elles ne le font pas du tout de manière intentionnelle. Elles ont été fabriquées par des gens. Elles ont été conçues par je ne sais pas quel individu. Elles ont été posées par des personnes. N'empêche que dans cette situation, ces flèches-là font quelque chose dans le sens qu'elles m'indiquent où aller. Elles n'indiquent pas à n'importe qui, elles m'indiquent à moi qui veux aller quelque part. Hein? Donc effectivement, il y a une agentivité qui est multiple, dans mon sens en tout cas, et de réduire l'agentivité de la flèche à une rhétorique, c'est à mon avis très très dangereux, parce que justement, on retombe alors dans Piaget, et c'est pas un problème, Piaget c'est bien, c'est effectivement, c'est fondamental pour comprendre l'assimilation, pour comprendre l'accommodation, etc. C'est pas le point. Le point, c'est de dire, peut-on voir le monde d'une autre manière? Peut-on décentrer? Peut-on montrer que, justement, que la flèche fait quelque chose dans cette situation? Mais elle ne fait pas quelque chose toute seule. Elle ne fait jamais quelque chose toute seule. Et donc l'idée de dire, ah mais si vous êtes en train d'attribuer de l'agentivité à cette chose-là, vous ne prenez pas en compte le fait que cette chose-là a été construite. Mais ça, c'est la critique tellement, je veux dire, je l'ai entendu des milliers de fois, je veux dire, je n'ai pas... C'est pas un problème, le fait que ça a été construit par un être humain. On sait tous avec le mythe de Frankenstein que ce que l'on construit nous échappe. Que ce que je peux dire, par exemple, le texte que je produis à l'instant, il m'échappe totalement. Je ne sais pas du tout comment vous allez l'interpréter. Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire est en train d'insulter Yves. Il y a plein de choses qui m'échappent, qui me font dire des choses que je n'avais pas anticipées, qui m'amènent à dire d'autres choses. Donc on est... Je pense, et pour ça, je trouve que l'idée d'agentivité est très forte, l'idée de décentrement est très forte, c'est qu'elle nous invite justement à penser le monde qui nous entoure, et justement le terme monde qui nous entoure est problématique, mais qu'on est constamment dans une chaîne d'agentivité, dans une configuration, dans un agencement, qu'on ne maîtrise pas tous ces agencements, qu'on se fait trahir par ces agencements, et que ça, à mon avis... c'est fondateur pour comprendre quelque chose, par exemple, comme la logique d'une interaction. Je pense que si... c'est pour ça que moi je suis un peu mal à l'aise, parce que tous les exemples sont toujours en sociologie des sciences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interaction. Hein, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les gens, la manière dont ils le disent. Donc, évidemment, quand on me dit c'est juste une manière de parler, ça me rend encore une fois très nerveux, parce que pour moi, c'est fondateur. C'est-à-dire, la manière dont on parle, c'est de la rhétorique, effectivement. Mais la rhétorique, pour moi, c'est pas... Il y a une dimension de la rhétorique qui est intéressante, justement, qui est la manière dont on décrit les choses. Parce que la manière dont on décrit les choses fait une différence. La manière dont on présente un problème. La manière dont on fait parler les faits. Faire parler les faits comme Colin Powell l'a fait par exemple aux Nations Unies pour faire en sorte que les faits parlent d'eux-mêmes et qu'il faut intervenir en Irak, c'est intéressant. Ça montre justement comment on peut trahir les faits justement et comment les faits justement peuvent être établis et et donc comment on fait parler les faits d'eux-mêmes par exemple, des choses comme ça, ce jeu du faire parler les faits d'eux-mêmes, ça c'est très intéressant. Toutes ces choses-là, donc, où justement on prête attention, on fait très attention à ce qui est dit, et ce qui est dit fait la différence, peut faire une différence majeure dans la manière dont, par exemple, une controverse va évoluer, dans la manière dont un débat va évoluer. Donc, vous voyez, là, donc, à mon avis, c'est aussi, encore une fois, c'est vraiment rétablir aussi l'importance de la communication là-dedans. Parce que la communication, c'est pas simplement un monde d'êtres humains qui se parlent à eux, c'est tout ce qui est exprimé, tout ce qui s'exprime à travers ces êtres humains, hein, tout ce qui est rendu présent, tout ce qu'ils ventriloquisent dans leur interaction. Okay, donc, laissons tomber, je veux dire, à la limite, la philosophie des sciences et des techniques qui ne nous intéressent pas. Voyons qu'est-ce que ça fait, en tout cas qui ne nous intéresse pas, qui intéresse peut-être moins les gens. C'est ça, hein, mais regarde selon quand même, qu'est-ce que ça fait pour les gens qui étudient l'interaction, la communication verbale, non verbale, etc. Et voyons toutes les conséquences de ce geste épistémologique et ontologique, à la limite, de Latour, Pickering, etc., pour la compréhension de ce qui se passe dans une interaction. Et là, à mon avis, il y a énormément de choses à voir. C'est-à-dire, c'est une réhabilitation, à mon avis, forte
de l'importance d'étudier la communication, parce que c'est pas justement seulement des êtres humains qui se parlent, c'est plein de choses qui s'expriment dans une interaction, y compris des faits. Et ça, j'en suis persuadé, c'est-à-dire des faits qui s'expriment, qui sont trahis, peuvent être parfois qui sont traduits, des principes, des valeurs, et on peut montrer très finement dans les analyses d'interaction très subtiles, très détaillées, comment ça fonctionne. Et ça, c'est tout en lien avec l'ontologie latourienne, picrienne, si on veut, calonienne, acteur networkienne, qui, à mon avis, donne certaines clés. Ils n'ont pas été assez loin, à mon avis, ils ne s'intéressent pas à des choses qui nous intéressent, mais ça donne des clés. C'est ça, à mon avis, l'intérêt.